Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous nous retrouvons pour le Café des experts économiques, le dernier de la saison en principe, sauf si se passe quelque chose de très important au début du mois d'août. Je ne sais pas si les experts vont vouloir revenir. Moi, en tous les cas, ça sera un peu compliqué. Bonjour encore une fois. Merci d'être là, Reda Amrani. Bonjour. Merci d'être là, Ali Harbi. Bonjour. Merci de nous avoir accompagnés pendant toute cette saison qui aura été particulière. Nous avons aujourd'hui avec nous aussi, puisque j'ai commencé par les présentations des participants, Mahrez Ait Belkacem, ancien directeur de la CNAC, expert économique, consultant et à ce titre aujourd'hui membre de CARE. Bonjour Mahrez. Bonjour. La dernière fois c'était à partir d'un confinement en Europe, aujourd'hui c'est en Algérie. Bon, là, c'est... Exact. Dieu merci. On ne pouvait pas vous inviter ici parce que là, on est obligé de respecter les règles de distanciation, pas plus de 3 dans le studio. Et puis, en deuxième moitié d'émission, il y aura le grand retour de Morad Goumiri, expert, expert historique de cet espace du Café des experts économiques, qui a commis un article sur l'utilisation de GarageBillet. On parlera du virage vers la rente minière du gouvernement Jarrad en fin d'émission, avec aussi évidemment Reda Amrani qui lui aussi a signé un papier sur cette question-là. On échangera pour savoir ce qu'il est possible de faire de GarageBillet et de la rente minière de façon générale. On aura l'occasion de parler des autres aspects du plan de relance dans la première partie de cette émission. Alors, il y a eu un... Je ne sais pas, Mahrez Ait Belkacem, comment il faut appeler cet événement de samedi dernier. Est-ce que c'était une tripartite informelle? Je sais qu'avec CARE, vous avez eu l'expérience des tripartites par le passé. C'était quoi exactement autour de Jarrad? Une consultation auprès des acteurs économiques, des partenaires sociaux, la nécessité de faire passer des messages. Vous y étiez donc avec le président de CARE, Slim Atmani. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Eh bien, nous avons été informés relativement tardivement, puisque nous avons reçu l'invitation quelques jours avant la tenue de cette réunion. Effectivement, ça ressemble beaucoup à une tripartite qui ne dit pas son nom. Et en fait, il y a eu un élément important, c'est la remise d'un document qui s'intitule, je l'ai ici sous les yeux, Rapport du comité interministériel intitulé Atténuation de l'impact de la pandémie du coronavirus. Donc voilà le document. C'est un document qui m'a semblé extrêmement intéressant, et puisqu'il y a eu un comité interministériel qui s'est réuni et qui a produit donc un document de 33 pages dans lequel on trouve donc les remarques, les propositions, beaucoup de propositions sur ce qu'il faudrait faire pour lutter contre le coronavirus et surtout son impact sur l'économie nationale. Donc ce document a été remis. On aurait aimé le lire auparavant, ceci dit, il n'est pas très long à lire. On a pu jeter un coup d'œil sur place. Et les propositions sont assez riches. Il ne faut pas bouder éventuellement les propositions. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, sauf que, bien entendu, à un moment, le chapitre 5 de ce document qui s'intitule Proposition du dispositif d'urgence, proposition d'urgence, eh bien, le document rappelle que compte tenu de l'ampleur des difficultés et des choses à faire, ça soulève, et je lis, l'épineuse question de la définition d'un ordre de priorité dans leur prise en charge. Alors effectivement, à partir de là, il y a des priorités qui ont été définies par ce comité, et malgré ça, ces définitions, ces mesures, elles sont l'ordre de 5. C'est des mesures fiscales et parafiscales, des mesures d'accompagnement des entreprises par les banques, des mesures de prise en charge des salaires des travailleurs confinés, ça c'était le grand problème,
le soutien à la relance économique, c'est excellent qu'on y réfléchisse enfin. Et, disons, les mesures d'appui au système de santé, bien entendu, et les procédures administratives. Et à la fin, je retrouve un élément qui m'a un peu, effectivement, compte tenu de la mobilisation des ressources supplémentaires extra-budgétaires qu'il faudra impérativement, ça je suis en train de lire, hein, impérativement mobiliser, ça sera soit en dégageant une épargne domestique ou en mobilisant des finances extérieures. Alors c'est le ou qui me gêne un peu parce que moi je pense que c'est et plutôt que ou. Et puis c'est bien qu'enfin on dise qu'il faut mobiliser des financements extérieurs. Voilà un peu ce document. Et puis il ne faut pas oublier l'intitulé de la réunion, c'était la mise en place d'un comité donc élargi aux partenaires sociaux. Donc c'est un travail, ce que je viens d'évoquer, qui est un travail que je trouve intéressant. Mahrez, on va revenir à ce travail. Je voulais juste, à ce stade-là de débriefing, quand même signaler que c'est à nous, journalistes, de faire cette présentation en réalité, mais que le gouvernement Djalad, moi j'appelle le gouvernement Djalad le gouvernement Tebboune Djalad, continue de choisir de boycotter la presse électronique et la presse spécialisée. Et donc, nous n'avons pas été conviés à cette conférence. Nous allons traiter les documents qui sortent au fur et à mesure qu'il y a la possibilité de le faire, mais nos médias n'ont pas été conviés. Donc, on a laissé aux médias publics la possibilité de traiter de cela. C'est pour cela que, merci Mahrez d'avoir fait notre travail de présentation. Est-ce que question directe. Est-ce que vous avez eu, les participants à cette consultation, le sentiment qu'il se passait quelque chose de nouveau, que le gouvernement avait pris la mesure de la gravité de la situation? Moi, je crois que déjà à la lecture du document, qu'il y a ce sentiment. Parce qu'on ne pouvait pas rester dans cette attitude de sidération qui n'a que trop duré. Donc, il faut réagir et réagir avec des propositions. Et le fait qu'on ait fait appel donc aux partenaires sociaux est essentiel. Moi, j'aurais souhaité qu'ils soient présents au comité bien avant parce qu'on n'a pas le temps. C'était la question suivante, oui. Mais bon, en plus, ce comité doit remettre ses travaux, ses enrichissements, puisqu'il y a une réunion le 17 et le 18 août prochain pour adopter, à moins que ce soit le 16 et le 17. Un mot sur les acteurs. Est-ce que 18 mois après le déclenchement du gigantesque mouvement du 22 février, est-ce qu'il y a un renouvellement des acteurs de ce type de consultation ou est-ce que c'est toujours les mêmes acteurs, un peu comme à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on a eu droit uniquement à l'UGTA du côté des syndicats, uniquement au FCE du côté ou des autres organisations d'employeurs, d'autres organisations patronales, ou est-ce que vous avez senti qu'il y avait un renouvellement avec les think tanks et éventuellement de nouvelles organisations? Il y avait la présence de côté travailleurs de l'UGTA et du SNAPAP. Il y avait côté employeur toutes les organisations patronales qui sont sur le terrain. Hein. Il y a eu quand même une bonne quinzaine de présidents d'associations patronales. Il y a eu, à ma connaissance, mais peut-être que je me trompe, 3 organisations de la société civile. C'est l'association des la défense des économistes, CARE et Nabni qui n'étaient pas présents. Oui. Nabni a fait le choix de ne pas participer à cette consultation. Alors, la question qu'on a envie de poser tout de suite, c'est, on va faire la part de ce qu'il y a de nouveau. On revient à Mahrez dans un moment, la part de ce qu'il y a de nouveau dans cette démarche par rapport à l'archaïsme de ce qui est une continuité. D'abord, la data sur laquelle s'appuie le gouvernement pour produire un document comme ça, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Je sais que c'est une question qui a été posée pendant cette conférence. Ensuite, la démarche, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce qu'elle peut être productive? Est-ce qu'elle peut générer des réponses efficaces?
C'est open, hein, Oui, Enfin, bonjour. Bon, je pense que c'est une excellente chose que l'on se concerte, que l'on réunisse les acteurs, les différents opérateurs. C'est quelque chose qui nous manque en Algérie. On ne sait pas gérer, gouverner par la concertation, par la discussion avec les opérateurs, avec les acteurs, les compétences algériennes. Donc là, quel que soit le nombre ou la qualité des gens, même s'il y a des absents, je pense que c'est déjà un premier pas positif. Maintenant, ni nous, au sein du Café des experts, on ne peut pas faire la fine bouche. Ça fait 3 mois qu'on parle d'une nécessité d'un plan de relance économique et sociale. Et on avait même parlé que ce n'était pas une affaire d'urgence ou de court terme seulement. Il y a le très court terme, mais c'est une affaire de moyen et de long terme. On doit faire un plan de relance économique qui lui-même nous oblige à travailler sur des échéances beaucoup plus longues. Et donc, il faut s'organiser, il faut avoir des structures. On avait même parlé de proposer de mettre un commissariat au plan pour résister aux aléas de l'instabilité gouvernementale, pour avoir un centre, un endroit où les compétences, où les documents, où le suivi, la relance et même les observateurs économiques doivent être centralisés, où on doit mettre même les meilleures compétences algériennes là-dedans, et où on pourrait aussi, à partir de ce commissariat, mobiliser par télétraitement les compétences algériennes à l'étranger. Donc c'est quelque chose de très grand, de très long. Mais Reda Amrani, le gouvernement, il est d'abord sur les 4 premières mesures, c'est des mesures d'urgence. Mais on a parlé des urgences, les mesures d'urgence sont nécessaires, mais elles sont largement insuffisantes parce que vous lancez quelque chose de... Parce que les dégâts causés par l'arrêt de l'activité économique sont immenses, d'autant plus que l'appareil était déjà malade. On n'a pas encore de réponse sur cette séquence-là. On n'a pas Oui, encore mais les réponses. on n'a pas les séquences, mais nous, on est là pour anticiper, pour voir. Nous, on voit quelle est la nature des difficultés, la nature des problèmes et les solutions envisagées. Et les solutions envisagées, ce n'est pas seulement des solutions à court terme, des solutions de cautérisation. On ne doit pas seulement arrêter l'hémorragie. On doit faire redémarrer la machine, le corps, il faut que tout se remette à fonctionner, à créer de la richesse, à produire. On a des millions de gens qui sont dans la misère aujourd'hui. On ne voit pas ce côté social. Il y a une explosion sociale qui nous attend, elle nous pend au nez. Imaginez que vous avez 2 à 4 millions de personnes qui ont perdu leur emploi, c'est des journaliers, des gens qui sont à 80% dans l'informel. Il faut bien les remettre au travail. Ils ont touché du doigt l'activité touristique, l'activité de service, même les activités productives sont actuellement freinées, asphyxiées. Il faut les faire redémarrer. Et là, il faut faire des choix draconiens et des choix politiques. Parce que faire redémarrer la machine, il faut se décider à un moment ou à un autre. On prend les précautions d'usage, on met le paquet, les moyens, les compétences pour la partie sanitaire et médicale. Il faut qu'on continue et on doit l'encadrer par de la communication intense. Mais en parallèle, il faut redémarrer le pays. Il faut que l'économie du pays reparte. On ne peut pas continuer à figer l'activité économique parce qu'on a un problème sanitaire. Le problème sanitaire, il est maîtrisé aujourd'hui parce qu'on sait de quoi il s'agit. C'est pour ça que je dis qu'il est maîtrisé. Il faut mettre le paquet. Mais moi, je prends un redémarrage total de l'activité économique et sociale du pays en parallèle. Et c'est ça la décision la plus grave et la plus difficile à prendre, mais aussi, elle est incontournable. Allez, juste pour enchaîner les 2 premières mesures, tu peux développer ta réponse comme tu le souhaites, mais j'aurais voulu ton commentaire sur les 2 premières mesures, c'est-à-dire les mesures les mesures exceptionnelles fiscales et parafiscales et les mesures d'accompagnement bancaire pour les entreprises. On en a déjà parlé dans cette émission. Effectivement, si on parle de plan de sauvegarde, il est clair que les entreprises devront bénéficier soit d'un moratoire sur les charges fiscales sur une période plus lente que prévu. Au début, on parlait de 3 mois parce qu'on pensait que ça allait passer vite. Finalement, on est parti sur l'année là. Donc c'est une année blanche pour beaucoup d'entreprises. Donc il faut que les gens puissent bénéficier d'un moratoire fiscal sur une longue période. Et donc au moins qu'on neutralise la charge fiscale et parafiscale sur l'exercice 2020. Le deuxième aspect, on avait parlé des banques. Les banques ont déjà été instruites d'aider les entreprises, mais ça a été très mitigé. Et les banques n'ont pas les instruments, notamment les banques publiques,
n'ont pas les instruments pour accroître les plafonds de crédit aux entreprises. On avait parlé dans cette même émission de la nécessité d'un fonds de garantie massif, public. Donc, on parle de garantie financière ici, hein, de garantie financière sur lesquelles les banques pourraient s'adosser pour pouvoir prendre le risque, je dirais, accru de reprofiler des crédits, etc. L'équivalent du fameux PGE en France, de prêt garanti par l'État, qui a vraiment permis à beaucoup d'entreprises de maintenir. Ça peut être un prêt garanti ou un simple fonds de garantie qui soit contractuel et que sur lesquels les gens, donc les banques notamment, puissent s'adosser en termes de garantie pour qu'elles puissent assurer leur crédit. Je crois que ce sont des instruments sur lesquels on a pris beaucoup de retard. Parce que là, c'est très bien, et mieux vaut tard que jamais par rapport à la réunion de samedi et la prochaine réunion de la mi-août. Mais il faut tenir compte quand même que ce retard-là, il est important parce que ces entreprises qui sont en train de couler entre-temps. Ce que je veux dire, c'est que si ces mesures avaient été prises en avril-mai, on aurait déjà sauvé des gens. Vous voyez? Là, maintenant, on est en train de... On va ramasser des morceaux après, hein, parce que plus le temps passe, plus les gens prennent la décision de fermer. Surtout que les gens sont sous pression. Il y a des échéances bancaires, même si elles sont neutralisées, mais elles sont que reportées à court terme. Les gens ont des échéances fiscales et les gens doivent payer des salaires. Parce que à partir du moment... Oui, charges sociales, fiscales, et les gens doivent payer des salaires ou bien licencier des gens. Ou bien les mettre en chômage technique. Dans le privé, un chômage technique, c'est au revoir. Hein. Il n'y a pas de sécurité. Donc, tout ça, s'il y avait des mesures rassurantes, les gens pourraient dire, écoutez, on va quand même essayer de tenir le coup. Mais ce qui nous remonte du terrain, c'est que les gens sont en train de nous dire on ferme. Les très petites entreprises, elles sont locataires, elles ne sont pas propriétaires de leurs locaux. Et les échéances de loyer, tout bêtement. Les gens doivent payer le loyer. Même si le propriétaire est compréhensif, il va attendre 1 mois, 3 mois, 6 mois. Mais la décision, aujourd'hui, de plus en plus de chefs d'entreprise sont en train de prendre la décision de fermer. C'est-à-dire on ne va pas être là l'année prochaine. Donc, le retard est très préjudiciable. Il faut aller plus vite que ça. Moi, je comprends un peu. C'est une interprétation personnelle à la kulli hal. Pourquoi ça traîne? Ça traîne parce que le gouvernement est incapable de chiffrer. C'était ma question sur la data. Le gouvernement aujourd'hui, c'est pas qu'ils veulent pas. C'est pas qu'ils comprennent pas. Mahrez l'a très bien dit. Le document comporte les propositions qui ont déjà été faites. Donc ça veut dire qu'on se comprend, comme on dit, entre l'univers de la société civile, le patronat, les syndicats, le monde des experts. Le message est le même. Maintenant, le gouvernement est un peu tétanisé par le problème du chiffrage et de la ressource qu'il faudra mobiliser derrière. Et Mahrez a raison, il n'y a pas de ou ici, c'est des et qui fonctionnent. C'est l'emprunt national, c'est la planche à billets, c'est l'emprunt externe, mais d'une manière synergique et combinée. Et donc, essayer de faire des exclusions, ça ne marchera pas. Le problème qui bloque maintenant, c'est chiffrer. Et je reviens à, je crois que c'est toi qui l'avais dit tout à l'heure, le problème du chiffrage, il est lié au problème du data. C'est-à-dire que si on n'a pas un dimensionnement réel de ce que nous produisons en temps normal. Donc, je ne parle pas du PIB parce qu'il est chiffré par d'autres paramètres, mais si on ne connaît pas le nombre d'entreprises, quel est l'emploi dans l'emploi réel, en incluant l'informel, je veux dire. Si on n'a pas ça, on ne peut pas calculer les variations. Et c'est très difficile. Et c'est pour cela que, aujourd'hui, et parmi d'autres, hein, je pense qu'il faut avoir un plan massif plutôt qu'un plan taillé, je dirais, finement, parce que ce ne sera pas possible de faire un plan très très fin. Il faut un plan beaucoup plus massif, et après on verra le résultat. Mais dire qu'on va voir et sur demande, et on va étudier les dossiers, ça ne marchera pas comme ça. Il faut être beaucoup plus massif dans le plan, systématiser les aides pour qu'on couvre vraiment le besoin d'une manière sûre, parce qu'on n'a pas le data fin, on ne l'a pas. Oui. Ouais. C'est différent de l'opération de rapatriement des Algériens à l'étranger. On a pris le temps de les compter et on a fait un chiffrage. On a calculé à 30 milliards de dinars, c'est énorme. La réquisition de la flotte et la mobilisation de la flotte et des hôtels pour les accueillir pour la période de quatorzaine. Je veux dire qu'on ne peut pas reproduire la même chose à l'échelle de l'économie nationale. Essayer d'illustrer un petit peu. On ne pourra pas faire comme ça. Même les chiffres qui viennent d'être publiés, j'ai lu des chiffres au cours des dernières 48 heures. J'ai lu, personnellement, j'ai fait des petites évaluations. Les chiffres publiés sont en deçà réellement de la situation. On parle des rapatriés. Non, je de parle des chiffres de l'économie. Alors, je vais revenir. Les chiffres publiés. Les chiffres publiés par secteur et par activité sont vraiment en deçà. Je me demande qui a avancé ces chiffres. Parce que, comme vient de dire Ali, les chiffres, c'est massif.
Mahrez Aïd Belkacem, je crois savoir que le cercle d'action et de réflexion de l'entreprise est en train de produire un document, un tableau de bord de l'économie qui essaie de remettre la data la plus fiable possible au cœur de la discussion. Est-ce que ce problème de chiffrage, d'évaluation des véritables besoins afin de mobiliser des moyens s'est posé durant cette réunion de samedi dernier? En tout cas, à l'occasion de son intervention, Slim Atmani, président de CARE, a soulevé un certain nombre de remarques et parmi les remarques sur lesquelles il a insisté, c'est la question de l'absence d'information. La donnée économique, elle fait cruellement défaut. Ça, c'est une réalité, on le sait. C'est peut-être pour ça qu'on a confié l'élaboration du rapport à soumettre à la mi-août au ministre Belmeo, qui est chargé de la prospective, etc. Enfin, ça c'est une interprétation personnelle. Ce qui est sûr, c'est que je suis entièrement d'accord avec mon ami Ali quand il dit que c'est la façon de... Bon, vous savez, pour ce qui est de l'économie publique, c'est relativement facile. D'ailleurs, le document contient un certain nombre d'informations sur les pertes de chiffre d'affaires d'un certain nombre d'organismes, y compris Sonatrach, Naftal, Tassidi, Air Algérie, etc. Maintenant, l'information qui a été évoquée par Ali, qui concerne le secteur productif privé, il y a très peu d'informations. Alors, tu fais bien d'évoquer la question, là, la proposition que CARE est en train de faire, ça apparaît déjà, d'ores et déjà, il va y avoir un kick-off très rapidement. C'est un travail magnifique qui a été fait, qui consiste à regrouper toute l'information économique et sociale dont ont besoin tous les acteurs de l'économie d'une façon générale. Mais ce n'est qu'un document, ce n'est qu'un instrument. Il est dépendant, il est tributaire de l'information. D'ailleurs, Slim a interpellé les pouvoirs publics en disant nous n'avons pas l'information et c'est en violation de la Constitution. C'est vrai qu'il y a un article 5 de la Constitution qui dit que le droit à l'information économique et sociale est un droit de tous les citoyens. Il est du devoir, donc, des pouvoirs publics de donner du sens, de donner de la texture à cette disposition éminemment importante, extrêmement dépendante, donc déterminante pour le fonctionnement de l'économie. Merci beaucoup, Mahrez. Je crois que la qualité du son était mauvaise cette fois-ci par rapport à, je ne sais pas, dans vos casques à vous. Il y a un bruit de fond, il y a un bruit parasite. De fond, oui. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a bougé chez vous, Mahrez Aïd Belkacem. Je vais vous poser quand même une dernière question. Est-ce que, bon, on a bien compris que le premier document prospective est venu sans que les partenaires sociaux et les acteurs qui ont participé à cette réunion y aient contribué. Est-ce qu'il y a un mécanisme maintenant de participation, de contribution avant la réunion du 16, Alors du 15-16? Justement, la réunion de samedi, c'était pour élargir l'équipe. Donc, il y a 6 personnes du gouvernement. C'est présidé par le président du CNES. Et le rapporteur, c'est, comme je l'ai déjà dit, le ministre Belmeo. Et il y a 6 représentants des syndicats et 6 représentants des employeurs. Alors, je déplore, je l'ai dit d'ailleurs, je déplore l'absence des partenaires, des think tanks en particulier. Nous, on ne fait pas partie de ce comité, mais nous avons l'intention au niveau de CARE, puisque nous avons les documents, de réfléchir et d'enrichir ce document, de soumettre des propositions comme nous l'avons toujours fait, c'est-à-dire que nous faisons des propositions. Moi, j'ai vu beaucoup d'éléments qui concernent mes amours d'antan, c'est-à-dire que la CNAC est remise à l'ordre du jour. J'ai la faiblesse de penser que les quelques webinars que j'ai animés concernant l'absence de mécanismes de protection des travailleurs dans une situation particulière ont été pris en compte en tout cas, puisque on demande à la CNAC de
faire des propositions et il semblerait, je n'ai pas vu le document, mais il semblerait que le ministère de tutelle et la CNAC auraient fait des documents, des propositions intéressantes. J'ai moi-même, au niveau de CAIR, j'ai proposé qu'on fasse aussi quelques propositions parce que, comme l'a dit quelqu'un, je crois que c'était Amrani, la question sociale demeure au cœur du dispositif. Si c'est soutenable, si les gens vont accepter, vont se rendre compte qu'ils ne sont pas laissés pour compte, eh bien, ils fonctionneront, ils accepteront tous les sacrifices qu'on ne manquera pas de leur demander. La situation de la trésorerie de la CNAC, Mahrez? Je ne suis pas au courant. Ce qui est sûr, c'est que la CNAC, il y a une chose qui est certaine. Il faut arrêter de faire prendre en charge par la CNAC les prêts, le dispositif 35-55 ans, il faut s'arrêter de le financer. Et je ne dis pas il faut s'arrêter de le financer, excusez-moi, il faut transférer ça à l'ANSEJ. Il y a une disposition à l'ANSEJ qui dit qu'à partir de 30 ans, c'est la CNAC qui s'en occupe, on enlève ça. De toute façon, ce n'est pas aux cotisations sociales, puisque la CNAC vit des cotisations sociales, 1,5. Au départ, c'était 4,5 de la masse salariale. Aujourd'hui, c'est 1,5. Cet argent doit être réservé exclusivement aux missions de l'assurance chômage et des missions qui semblent apparaître dans le texte, c'est-à-dire l'accompagnement des micro-entreprises qui n'arrivent pas, qui sont en difficulté, c'est-à-dire comment on appelle ça, l'élargissement du bénéfice de l'assurance chômage aux travailleurs en CDD. C'est terrible cette histoire de travailleurs en CDD parce qu'ils cotisent. L'entreprise cotise, le travailleur cotise au 1,5, mais il n'ouvre pas droit à l'assurance chômage. Tandis que des gens qui ne sont pas des cotisants bénéficient des prêts. Comment on appelle ça, de prêts, ce qui est absolument anormal. Ce n'est pas aux cotisations sociales de financer quelque chose qui relève de la responsabilité des deniers publics. Oui. La CNAC, on a cité plusieurs fois la Caisse nationale d'assurance chômage pour ceux qui ont sauté l'étape des années 90 où elle a été créée, ceux qui n'étaient pas avec nous. La situation, en fait, on a encore le sentiment de ce qu'on entend qu'on est au tout début. On a perdu beaucoup de temps, mais on est au tout début. Est-ce que vous êtes pour une mesure forte du type, là on parlait de l'instrument CNAC, il peut y avoir d'autres instruments, d'un revenu universel qu'on partagerait pendant la période de crise, peut-être jusqu'à la fin 2020, à tous les ménages, pour éviter tous les ménages qui souhaiteraient y émarger, parce qu'on peut avoir des ménages qui considèrent qu'ils n'en ont pas besoin parce qu'ils ont des revenus suffisamment stables, de sorte à maintenir cette cohésion pour lutter contre le Covid. Je rappelle par exemple que, y compris la discipline, les amendes à l'extérieur, etc., c'est difficile d'être draconien quand on sait que les gens sont en détresse sociale. Est-ce que cette mesure, c'est pas quelque chose qu'on peut envisager, Reda? Normalement, on aurait dû l'envisager et la mettre en œuvre. Mais on pensait avoir gagné. Non, on pensait avoir gagné. Même pas ça, au mois de mai, Abdelmajid Tebboune avait dit on a quasiment gagné. Non, je ne suis pas aussi pessimiste. Moi. On disait autour de cette table que cette pandémie allait durer, que ses conséquences et ses rémanences allaient être longues. Donc le problème n'était pas là. Le problème, est-ce qu'on a les instruments nécessaires pour pouvoir distribuer effectivement ce revenu? Vous voyez, on a décidé de donner 10 000 dinars à certaines catégories professionnelles, à certaines catégories de citoyens indigents. Eh bien, à ce jour, je crois que c'est le gouvernement lui-même qui le dit, moins de la moitié a pu l'apercevoir, parce qu'on n'a pas les instruments, les outils pour agir sur ça. Et donc, même si on décide de ce revenu, l'organisation économique et sociale de notre pays ne permet pas d'atteindre cet objectif avant 4-5 mois. D'ici 4-5 mois... Je corrige. Si c'est un revenu universel,
n'y a plus à identifier les catégories cibles, etc. Tout le monde y a droit. Ça veut dire qu'il faut se présenter pour le prendre. Non, ce que je dis que pour... Ça règle le problème bureaucratique. Non, hein. non, je ne pense pas que l'on règle. C'est pas un problème bureaucratique, c'est un problème de circuit de distribution, de circuit d'identification. Et on ne va pas donner un revenu universel comme cela. Quel est l'ordonnateur qui va se permettre de signer cela? Donc vous imaginez, on a une bureaucratie, on a une organisation et qui sont déficientes. Et donc, si on met en place cela, les bons résultats n'arriveraient pas avant novembre prochain. Et d'ici novembre prochain, l'eau coulera sous les ponts, les gens partiront en faillite, les petites entreprises, les petits commerces, les petits services, toutes ces activités de transport, ces activités d'artisanat, des métiers indépendants, tout cela vont se retrouver sur la paille. Ça dépend. On peut aussi considérer qu'il peut y avoir un effet d'anticipation. Si moi, je sais que je vais toucher un revenu de 8 000 ou 10 000 dinars par mois pendant 8 mois, je l'intègre dans mon plan de... Je ne veux pas être pessimiste, Khadi. Je ne veux pas être pessimiste pour être pessimiste. J'essaie d'être lucide en tant que si on prend de telles décisions... Ce circuit est plus court que le circuit de la relance auquel tu fais référence. Il est plus court. Moi, je préfère la relance et que remettre tout le monde au travail. Il faut remettre les gens au travail en prenant les précautions, continuer à mener des campagnes d'information et de sensibilisation en renforçant les moyens de la sécurité sanitaire. Parce que entre gérer 4 à 5 millions de gens qui perdent leur emploi, qui perdent leurs revenus, et gérer 200 000 ou 150 000 ou 300 000 malades, vous voyez, pesez l'un et l'autre, vous verrez que dans la balance, le chômage, la misère va nous coûter beaucoup plus cher, elle va être beaucoup plus difficile à gérer que la maladie. Oui. Juste sur ça, rapidement, je voulais juste accueillir Mourad Goumiri dans l'émission avec une question avant de revenir à Ali. Mourad Goumiri, bonjour. Bonjour à tout le monde, les invités. Ça va? Est-ce qu'on a des nouvelles de notre ami Farhat Aitali? Ah ben, il est plongé dans l'acier, dans le montage, etc. Donc, tant qu'il ne sort pas ces fameux cahiers. Peut-être qu'on va dire un mot sur. J'ai pas eu le temps de voir ce qu'il y a dans le cahier des charges du montage. Bon, j'ai lancé un sondage sur Twitter pour savoir si quand ce gouvernement va finir sa mission, et à mon avis ça va pas trop tarder, et que Farhat Aitali se retrouvera à nouveau sur le marché. Est-ce qu'il va revenir comme consultant à Radio M? Est-ce que les auditeurs de Radio M voudront bien de lui? Donc ça a provoqué beaucoup de polémiques. Mais bon, tout ça a été réglé avec la formule il ne reviendra pas, c'est clair. Voilà, donc c'est lui qui ne voudra pas revenir. Ça va, tu vas bien, Mourad? Mourad Akmana. Est-ce qu'on a perdu Mourad? Il a dû raccrocher. Non, il peut parler tranquille. Mourad, il en faut plus pour le déstabiliser. Non, mais c'est au téléphone, peut-être qu'il y a un petit passage. Oui, peut-être. Allô? Voilà, on va rappeler Mourad. Donc, il n'a pas eu le temps de nous donner des nouvelles de Farhat Aitali. Oui. Alors, on revient sur la question précédente. La question précédente, d'accord. Non, je pensais que tu allais faire une transition. Non, mais tu peux la faire regarde, pour moi. Le premier élément clé, je pense que je rejoins Reda Amrani sur ça, il faut qu'on arrête cette histoire de vrai-faux confinement. Ça, il faut arrêter tout de suite. C'est pas qu'on est contre le confinement, ça n'a été inefficace. Donc, il faut qu'on regarde les choses en face et qu'on constate les échecs aussi. Ces histoires de bloquer les gens, d'empêcher les gens de travailler, etc., ça ne fait que tuer des entreprises et ça ne sert à rien côté Covid. Donc ça ne sert absolument à rien. Donc il faut arrêter, il faut aller sur les mesures de contrôler les masques, les distanciations, contrôler les marchés, les souks, les grandes surfaces, les points de rassemblement et tout ça. Mais essayer de confiner les gens, de leur dire rentrer à 13h et perdre leur emploi, je pense que c'est une mauvaise idée. Pour être complet, les deux autres mesures qui vont avec cela, c'est tester beaucoup, isoler rapidement. Évidemment. Nous, on est complètement décalé sur les tests. De toute façon, on a perdu le fil sur les tests. Donc, de toute façon, c'est une bataille perdue aussi. Donc, je pense qu'il faut oublier ça aussi. Personnellement, sur les tests, c'est une bataille perdue. Donc, c'est terminé aussi. Il ne faut plus revenir en arrière. C'est beaucoup plus le fait qu'on puisse isoler plus vite les entourages des personnes contaminées. Ça, c'est technique, c'est pratique et tout ça. Avec ou sans test. Avec ou sans test. Maintenant, pour les mesures d'urgence, il faut bien distinguer qu'un plan de sauvegarde, c'est quelque chose qu'on doit faire tout de suite. Et pour ça, on a deux composantes. On a une composante sur laquelle c'est un plan de sauvegarde de l'entreprise. Donc, ce sont des mesures en faveur de l'entreprise, où il faut vraiment aller très vite.
Ensuite, nous avons le problème des gens qui ont déjà perdu leur emploi et qui n'ont pas de couverture. Donc, ils ne pourront pas aller à la CNAC. Et donc, c'est là où la notion d'une allocation, pour ne pas parler de revenu universel, d'une allocation spéciale Covid, et on revient à ce qu'on disait déjà il y a 3 mois, d'une allocation spéciale Covid, qui ne peut être qu'universelle, parce qu'on ne sait pas qui ouvre droit, qui n'ouvre pas droit. C'était ça ce qu'on disait il y a quelques mois. Donc, on donne à tout le monde en défalquant ce qui a été attribué. Donc, c'était jeu d'écriture après, au niveau des entreprises. En défalquant cette allocation pour les gens qui ont déjà encore un revenu, je dirais, qui peuvent ensuite, après c'est un jeu d'écriture, pour dire que tu as droit à 20 000 dinars, mais on t'enlève de 20 000 dinars puisque tu as ton salaire. Et après, je sais très bien que le gouvernement a peur d'une chose, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas de cette idée. Ils disent oui, mais dans l'informel, ils sont en train de bosser. En fait, ils sont en train de travailler et ils vont avoir le revenu qu'ils ont dans l'informel plus les 20 000 dinars. Moi, je dis, Malish, il faut quand même bousculer un peu, donner un coup de pied dans la fourmilière, surtout si en parallèle, en contrepartie de cette allocation, on demande aux gens de s'affilier quelque part. Oui. Parce que c'est très important ça. Et il faut que l'histoire de la CNAS, par exemple, pour les gens qui sont salariés, il faut mettre en place ce qu'on appelle le système d'autodéclaration. Pas ponctuelle, non, permanente. Il ne faut pas que ce soit mon employeur qui me déclare, c'est moi qui me déclare. C'est moi qui me déclare et c'est moi, salarié, d'apporter la preuve que je suis salarié chez X ou Y. Parce que maintenant, on va continuer à tricher, comme on dit. Moi, je suis dans l'informel, je suis employeur dans l'informel, je ne veux pas déclarer mes éléments. Mais eux non plus n'ont pas le droit d'aller à la CNAS pour se déclarer. Eh bien non, il faut que les gens aillent se déclarer. C'est la même chose pour les gens qui veulent être à la CASNOS. Eh bien, il faut que les gens se déclarent. Tu veux l'aide? Eh bien, il faut aller à la CASNOS ou à la CNAS. Il faut choisir. Et avec ça, on va vraiment faire des pas en avant. Et je crois que ce n'est pas vraiment un revenu universel, mais c'est une allocation spéciale qu'on peut défalquer pour les gens qui ont des salaires. Et il y aura des gens qui passeront par travers les mailles, qui toucheront les deux, et leur salaire et l'allocation. Eh bien, la relève, comme on dit, c'est comme ça. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs dans le contexte actuel. Oui. Mourad, on te revient, il y a eu une coupure de téléphone. Je voulais te poser une question sur ton domaine de prédilection. Tout d'abord, ce plan de sauvegarde, on a parlé de chiffrage, il va falloir le financer. Et Mahrez Qassem nous a cité les 2 options retenues dans le document du gouvernement, à savoir épargne domestique ou financement extérieur, mais on est tous d'accord pour dire que ce serait plutôt et financement extérieur. Il manque une case, elle a été évoquée par Ali Harbi, c'est celle de la planche à billets, du financement non conventionnel. Alors rappelle-nous ta religion sur cette question-là. Il faudra y aller ou pas? Écoute, ma religion, dans une situation normale, l'économie ne fonctionne pas uniquement sur les crises. Hein. Donc dans une situation normale, bien entendu, le financement non conventionnel est dangereux. Mais dans une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles, c'est tout. On inscrira ça dans la dette publique des enfants et des petits-enfants, comme d'ailleurs tous les pays du monde le font. Hier, l'Europe s'est réunie, elle a mis 750 milliards d'euros sur la table. Tous les orthodoxes financiers des pays du nord de l'Europe ont réagi violemment. Mais comme je viens de le dire, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, c'est tout. Le problème n'est pas tellement les sommes, bon j'entends on parle de ça, mais c'est surtout où elles vont aller, comment elles vont être allouées et dans quelle stratégie, dans quelle vision à moyen et long terme. Or il me semble que pour l'instant, ni ce gouvernement ni celui d'avant, je ne sais pas après, n'a une véritable vision de ce que l'on doit faire à moyen et long terme. C'est pour ça que j'ai écrit un article qui s'appelle Au secours, la planification revient, où je dis, bon, eh ben, il faut revenir sous d'autres formes, à une forme de planification non bureaucratique, non centralisée comme on l'a fait pendant les années 70, mais qui puisse être incitative et surtout nous donner les moyens de voir, là on est en train de marcher à l'aveugle, hein. On gère au jour le jour, on navigue à vue, bon, ça, mais il va falloir. Alors là, il faut une institution qui puisse le faire. Alors bon, on va pas revenir à un ministère de la planification et de l'aménagement du territoire, mais moi je propose un commissariat où il y a des gens
qui puisse... Tout à l'heure, vous avez parlé de chiffres que vous n'avez pas et qu'on n'a pas, etc. Ben voilà un élément fondamental. Qui aujourd'hui est capable de te donner des chiffres fiables au niveau économique, financier et social? Personne. Il y a des institutions qui produisent un certain nombre d'éléments, mais la synthèse générale et fondamentale, elle n'existe pas. Donc, c'est d'abord ça qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir ensuite prendre des décisions. Sinon, on risque de taper à côté. Oui. Est-ce que vous avez abordé, on va libérer Mahrez sur cette dernière question, est-ce que vous avez abordé la question du financement dans le détail durant la réunion de samedi, Mahrez Aït Belkacem? Non, pas du tout. En fait, c'était assez formel comme démarche, puisque le Premier ministre a expliqué... On ne t'entend plus, Mahrez. Oui, vous m'entendez plus. Oui, oui. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Donc, le Premier ministre a commencé par présenter les enjeux de la mise en place de ce comité. Ensuite, le ministre des Finances a lu le document de 33 pages. Et enfin, on a donné la parole à tous les membres. Donc, il n'y a pas eu débat, échange, au sens où il y a eu des échanges. Ce qui est sûr, c'est que la question des financements, à mon avis, a été évacuée en disant il va falloir chercher en mobilisant l'épargne nationale ou disons les financements extérieurs. Je pense que c'est un grand débat qui va occuper les membres de ce comité pendant le mois, la vingtaine de jours qui vont suivre, et ça va être quelque chose qui va être posé. Je crois que c'est le moment des actuaires et le moment des économètres qui doivent véritablement dire quels sont financièrement les enjeux et comment ils se posent. Après, je suis assez d'accord avec Morad Goumiri, si on doit aller à l'endettement, il faut aller à l'endettement. J'ai lu un excellent article de certains économistes dans dans le journal Les Échos la semaine dernière, où ils disaient il ne faut pas avoir peur de l'endettement en ces périodes exceptionnelles. Je crois que Goumiri est entièrement d'accord sur ce point. Oui. On parle d'endettement domestique. Oui. Oui. Ceci dit, pour ce qui concerne la planification, je ne sais pas. Je me souviens de l'époque glorieuse où j'étais rapporteur au Conseil économique et social et on avait mis en place un groupe de travail avec Feu Chedli Hamza Allah yarhamou, et un certain nombre d'autres pour essayer de proposer au gouvernement une structure, parce qu'on était de remplacement du ministère de la Planification. Personne n'était d'accord pour qu'il y ait un retour du ministère de la Planification, mais il fallait qu'il y ait des mécanismes. Est-ce que ce ministère délégué à la prospective peut jouer ce rôle? Ah ben, je le souhaite. J'ai assez d'estime pour son titulaire pour espérer que ces choses-là soient prises en compte, parce que on le répète encore, sans chiffres, on tâtonne. Oui, M. Belmihoub, qu'on va essayer d'inviter à Radio 1, parce qu'il est passé ici avant de devenir ministre délégué. On va voir si ça va être le premier ministre en exercice à passer ici. Il y a eu un ministre en exercice qui est passé chez nous, mais pas au titre de ministre. Il est passé au titre de chef de parti. C'était au tout début de Radio 1. Ah, d'accord. Mais il est en prison en ce moment, c'est Amara Ben Younes. Il était alors ministre de l'Environnement et de la Planification. Mauvais présage, n'invite pas. Ça n'a aucun lien, absolument aucun lien. On ne souhaite à personne la prison. On le souhaite d'autant moins après ce qui s'est passé cette semaine. D'ailleurs, j'ai failli poser la question à Mahrez Aït Belkacem. L'annonce du décès de Moussa Ben Hamadi dans une journée où on essaie de sauvegarder les entreprises, je pense au groupe Condor. Voilà, c'est tout simplement terrible. Ce qui s'est produit, c'est difficile de créer de la confiance dans un contexte comme celui-là. On va finir sur la séquence qui, en partie, justifie le grand retour de Morad Goumiri, pour le moment à distance, dans le café des experts économiques. Morad, le modèle économique, on sent qu'il y a un virage vers la rente minière qui est proposé dans le plan d'action du gouvernement, et on y revient beaucoup.
Le Premier ministre a inauguré à Sidi Bel Abbas la plus grande usine en Afrique pour la transformation du granit et du marbre avec une taille de marché, une taille de production qui dépasse de très loin les capacités du marché algérien et de l'absorption et donc qui est orientée vers l'exportation. On a eu l'occasion sur Radio M de comprendre le modèle économique de cet investissement audacieux auprès de Brahim Hasnaoui, le président directeur général du groupe. Donc, transformation des minerais, filière exportatrice, évidemment, il y a le fer de Garage Bilad, mais il y a aussi le plomb et le zinc de Tel Hamza et Ouad Amizour qui revient comme un dossier prioritaire. Le phosphate, on en parle toujours à Tbessa. Alors, le modèle économique de Garage Bilad, ce serait quoi, Morad Gomiri? Écoute, moi je ne suis pas spécialiste ni dans la mine ni dans rien du tout. Hein. Donc, lorsque je ne connais pas, je demande et il se trouve que j'ai un frère qui est spécialisé là-dedans. Il est polytechnicien, docteur d'état en sciences physiques et donc il a travaillé pendant des années dans le secteur, que ce soit dans l'administration centrale, que ce soit à l'Union arabe du fer et de l'acier, etc. Et donc il m'en a parlé. D'abord, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui découvrent ce gisement. Il date depuis la France. Et ce gisement, là où il est situé, pose un problème d'évacuation. D'évacuation. Donc, s'il faut remonter à Oran, c'est 2000 km de rail. On regarde le coût de la tonne d'acier qui va grever le projet. Le deuxième problème, c'est un problème chimique. Ce gisement de fer est associé avec du phosphore. Je dis bien du phosphore parce qu'il y a des gens qui ont écrit du phosphate. Donc, le Mendeleïev va se retourner dans sa tombe, hein, si on confond le phosphore et le phosphate. Et pour réduire donc le phosphore, il faut un traitement chimique que de grands pays ont, comme par exemple la Chine, etc. Donc, à l'aune de ces deux éléments, il faut regarder si aujourd'hui les conditions sont réunies pour pouvoir exploiter ce gisement qui est énorme. D'après ce qu'on m'a dit, il faut... 20 millions? Pardon? Non, il y a 2 milliards de tonnes de réserves à Garaji Bilad. Récupérables. Il y a encore des recherches à mener. Il y a Abdelaziz Mechri, à une centaine de kilomètres plus loin, un autre gisement de 2 milliards aussi de tonnes de minerais, lui, découvert par la Sonarem. Hein. Alors, sous condition de rentabilité, Morad Gomiri, tu dis il faut y aller. Ben, bien sûr. Mais il ne faut pas y aller sur ce gisement. Il y a d'abord, j'ai eu la chance de travailler pour l'ex-Sonarem. Donc, il y avait à l'époque, je crois, Belhawajib. Et donc, j'avais travaillé sur les terres rares ou les terres utiles, le Kissilgur, le Feldspat. J'ai travaillé sur la mine d'or de Amsmesa de Direct avec l'Enor, donc l'entreprise nationale de l'or. Donc, je me suis intéressé, forcément, je ne peux pas être administrateur et ne pas m'intéresser à la branche. Et il y a une exploration à faire. Bon, mais l'exploration coûte cher. Hein, et puis, elle est technique. Donc, il faut s'associer avec, à mon avis, plusieurs pays qui ont une expérience importante et qui souhaitent, parce qu'ils y voient un intérêt, il faut négocier des contrats de manière à ce qu'ils trouvent leurs intérêts et y aller d'une manière sérieuse. Morad Gomiri, donc je parlais du modèle économique par lequel on pourrait faire démarrer Garage Bilad. Dans le cas du zinc et du plomb à Ouad Amizour, on avait une junior australienne qui avait pris le permis et qui s'était avérée dans l'incapacité de le développer parce qu'elle n'apportait pas les garanties financières et techniques. Et puis, il y a un acteur chinois, dont j'oublie le nom, qui a repris ce permis, qu'il a racheté à Terramine, la junior australienne, et qui offre plus de garanties. Donc ma question, c'est à Garage Bilad, est-ce qu'il faut prendre un partenaire chinois ? Personnellement, je le pense, mon frère aussi en est persuadé. Ce sont des acteurs sérieux, ils travaillent sur le long terme et ils sont fiables parce qu'ils ont déjà une expérience et bien entendu les moyens financiers puisqu'ils ont des dépôts de 6 milliards de dollars de bons du Trésor américain, donc ils en ont les moyens. Mais le problème, c'est le coût rentabilité. Donc, il faut voir passer par le Sahara occidental. Je ne pense pas que ça soit demain la veille.
Hein, c'est 400 km. Remonter jusqu'à Oran, c'est même si c'est une ligne. Jusqu'à Béchar. La voie ferrée existe après. Béchar, Oran, elle existe. Oui. Bien sûr, elle existe. Elle Allez, a été élargie. La voie étroite existe. Béchar. Non, la voie large, c'est large, maintenant une voie large qui Voilà. existe. Donc c'est un calcul à faire. Hein. C'est très simple. Il faut avoir une calculette et puis calculer tout ça et regarder. Ceci dit, si un partenaire étranger vient, c'est pas pour perdre l'argent. Donc il est persuadé que c'est possible. Il ne faut pas être naïf. Hein, donc moi je pense que, ceci dit, si d'autres pays le souhaitent, il faut pas fermer la porte. Hein. On peut avoir plusieurs partenaires, on se met autour d'une table, et on fait un tour de table et puis chacun prend sa partie. Allez. Oui, je prends la parole à Walida parce que comme c'est un expert de référence en la matière, je préfère qu'il y ait une intervention conclusive, je dirais. Hein, donc pour cerner vraiment d'une manière de clôture ce tout petit passage-là, cette séquence-là. Le fait de s'orienter vers les mines, c'est clair, c'est oui, hein, c'est indiscutable. Maintenant, il faut distinguer ce qu'on appelle un plan de relance d'un plan de développement à moyen terme. Le plan de relance, pour y revenir, on a besoin de mesures immédiates qui rapportent des retours sur investissement sur l'intervalle des 3 ans. C'est ça le plan de relance. Et là, ce n'est pas tout le secteur minier. Il y a des gisements ou bien certaines activités minières qui sont, comme on dit, des fruits mûrs qu'il faut venir cueillir. Parce que la mise en activité, en exploitation est rapide, etc. Maintenant, il y a d'autres activités minières qui ne sont pas encore évidentes et qu'on peut inscrire dans un plan à moyen terme, mais certainement pas dans le plan de relance. Et je voudrais souligner ici quelques expressions qui sont ressorties, dernier conseil des ministres, etc. Genre, il faut aller immédiatement, on va rentrer en exploitation, Garadjiblet l'année prochaine, etc. Oui, j'ai l'impression qu'on emmène un peu l'opinion publique en bateau. Mais je dois le dire. Hein? Non, on n'est pas à Canal Algérie. Voilà, on n'est pas en train de faire baisser le moral des troupes, comme on dit, mais il faut dire la vérité. Il y a des choses pour tout de suite, qu'on inscrira dans le plan de relance. Il y a des choses qui ne sont pas pour tout de suite. Il ne faut pas raconter de blagues à la population. Et donc, je reviens. Garadjiblet, ce n'est pas pour tout de suite. Je suis désolé, on dira tout ce qu'on veut. Parce que, moi, avant de venir à cette émission, j'ai passé 2 jours à lire toute la documentation scientifique et technique sur le sujet, sur les minerais phosphoreux. Les publications scientifiques sur est-ce qu'on fait ou on ne fait pas et comment on fait datent encore de 2013-2014. C'est-à-dire qu'on est encore à un stade R&D du sujet. Je suis un ancien de la recherche et développement à Al-Hajjar. Pour le passage de la phase étude de labo à la phase industrielle. Je souligne. C'est-à-dire qu'en laboratoire, le sujet est clos. C'est faisable, on connaît, on sait. En phase industrielle, c'est pas encore défini. C'est pour ça qu'on va passer, Samahni Rida, encore, même si on lance tout de suite, ça va encore passer par des phases pré-industrielles. Pré-industrielles, c'est-à-dire de simulation, d'installation pilote. Je parle de la partie réduction. Maintenant, la problématique du coût, c'est pas juste pour nos amis auditeurs, la partie réduction, c'est quand on ramène le minerai pour le transformer, pour savoir ce que ça va donner. Voilà, qui conduit à un enrichissement. Mais maintenant, très rapidement sur les coûts. Il n'y a pas que l'aspect coût, je dirais, lié au fait que c'est loin, etc. Il y a un autre aspect qui est lié au fait qu'aujourd'hui, le secteur sidérurgique dans le monde, il est dans une phase basse. Le minerai, c'est un produit abondant. Il y a beaucoup de ferraille sur le marché mondial, qui est concurrent donc, de la transformation par le biais de la réduction de minerais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les filières courtes, donc ferraille, aciérie électrique, sont des filières qui sont plus rentables aujourd'hui. Et donc c'est un produit, que ce soit en matière brute ou transformée, qui va rencontrer un problème de marché, de coût. Donc, je crois absolument à cette option Garadjiblet, mais c'est une option de moyen terme, beaucoup plus qu'une option immédiate. Ce n'est pas un fruit qui pend. Juste pour terminer, sur une autre mauvaise piste, excusez-moi d'utiliser ces termes-là. Hein. Je parle de mauvaise piste du point de vue d'un plan de relance tout de suite, pour les 3 prochaines années. Tu ne vas pas nous parler de l'agro-business, on n'aura pas le temps. Je ne vais pas en parler. Non, autre mauvaise piste, c'est les terres rares. Là, c'est une autre. Pourquoi c'est une mauvaise piste? Évidemment, l'Algérie, d'un point de vue géologique, est un pays d'une richesse incroyable et je dirais infinie. Je me souviens d'un dossier qui était paru dans les Afriques il y a quelques années, qui chiffrait à peu près la richesse minière d'un point de vue géologique de l'Algérie entre 2600 et 6000 milliards de dollars.
C'est la fourchette, parce que ce n'est pas encore très précis. Ça, c'est une information géologique. Ce n'est pas une information technico-économique. Et donc, il y a encore loin, comme on dit, de l'eau à la coupe, hein, ou de la cruche à la coupe, je ne sais pas comment on dit l'expression, pour dire que c'est parce que c'est géologiquement là qu'on va en faire un business rentable. Et cette partie d'étude-là, elle reste à faire, ça va prendre des années. Il faut être réaliste sur ça aussi. Et de ce point de vue-là, encore, je tiens à souligner, et j'arrêterai là, que sur les terres rares, l'Algérie ne figure sur aucun classement mondial de réserves quantifiées prouvées. Sur aucun classement. Ça veut dire que mauvaise déjà... piste. Mauvaise piste. Pour le moment, mauvaise piste. On a bien compris. Reda Amrani, juste pour prendre la réponse par un bout quand même, un risque de marché, un risque de marché pour le minerai et le garage billet. Dans le papier que tu as commis il y a 10 jours, donc sur cette problématique de garage billet, tu dis le marché, c'est le marché domestique. On aura de très grands besoins de transformation en Algérie, en priorité. Non, en prenant ce qui existe déjà, ce qui est sur le papier, ce qui se développe actuellement, que ce soit chez Tosyali qui a 5 millions de tonnes et qui passe à 7 millions de tonnes. L'acteur turc qui est dans la wilaya d'Oran. L'acteur turc dans la wilaya Btiwa. Si on prend Bellara qui a déjà 2 millions de tonnes de capacité mise en œuvre et qui passe, parce qu'il ne peut pas ne pas passer économiquement à 4 millions de tonnes. Nous avons le Hadjar où il y a la rénovation de la scierie électrique, de la tuberie sans soudure, une deuxième tuberie sans soudure et un laminoir à produit lent. Nous avons là aussi 2 millions de tonnes d'acier à fournir. Donc vous voyez tout de suite, vous avez 7, 4 et 2, ça fait déjà 13 millions de tonnes. 13 millions de tonnes d'acier liquide à l'électrique, ça nécessite minimum 17 à 18 millions de tonnes de minerais. Minerais enrichis et en pellets. Ça veut dire que vous devez mener une mine de 20 millions de tonnes. Mine de 20 millions de tonnes, quel que soit les opérateurs que vous prenez, c'est un développement en 10 années. Et l'anticipation, c'est que la ferraille qu'on récupère, que la déprime du marché sidérurgique dans le monde... Non, s'il te plaît, j'ai pris en considération la ferraille parce que quand vous produisez de l'acier sous forme de four électrique, même si vous mettez des pellets avec minerais enrichis, la charge des pellets tourne entre 70 et 80%, et 20% de minimum de ferraille sont nécessaires pour faire cet acier. Donc, j'ai pris en compte tout cela. Le problème, je vous le dis, c'est 20 millions, une mine de 20 millions de tonnes. Ce n'est pas une petite chose, c'est une nouvelle ville. Imaginez rien que pour l'enrichissement, la pelletisation, c'est l'équivalent de 17 millions de tonnes de fabrication de ciment au niveau de la mine. Vous imaginez ce que c'est 17 millions? Voilà ce que c'est que cette mine. Et on ne peut pas y échapper à ces installations de pelletisation. C'est des modules qui font entre 6 et 7 millions de tonnes, donc il va falloir 3 modules. Et vous avez toute cette évacuation. Il faut évacuer le minimum de stérile, c'est-à-dire enrichir le minerai, passer de 57-58% à 66-67%. Donc, et c'est des wagons, c'est des convois immenses. Alors sachez aussi que pour réaliser tout cela, ce n'est pas 2-3 ans. Hein. Donc c'est une affaire de 10 ans. C'est une nouvelle ville, c'est une nouvelle centrale électrique, c'est des adductions d'eau, c'est ramener du gaz. Donc c'est un programme nécessaire, c'est un des programmes géants de l'Algérie des 10 prochaines années. Et il faut le lancer le plus rapidement possible. Mais attention, la voie ferrée, il faut la faire avec des moyens algériens. Voie ferrée ou pipeline? Parce qu'il y a un commentaire qui nous a dit pipeline, c'est pour le phosphate. Non, s'il te plaît, 700 km, on ne peut pas, c'est ce qu'on appelle les slurry pipes, c'est-à-dire broyer le minerai. Là, on doit le transformer en pellets, en boulettes de fer, et donc le mettre dans des wagons de 100 tonnes, des convois de 300 wagons, et 2 à 3 locomotives pour amener ça jusqu'à la porte de la Syrie. Donc ça n'a rien à voir avec le slurry pipe où on transforme en poudre le minerai, on le mélange à l'eau et on le transforme comme si c'était du lait qu'on transforme. Ça, c'est possible pour le phosphate. On peut le faire. Là, j'arrive au phosphate. La priorité, là où c'est lucide pour le gouvernement, et c'est une nécessité, parce que ce projet, il est combattu. Je répète et je le dis ici, ce projet phosphate, transformation des phosphates, il est combattu intérieurement et extérieurement. Il faut le réaliser. Nous avons le gaz, nous avons le minerai, nous avons l'infrastructure. On peut l'évacuer, on doit l'évacuer par ces slurry pipes, dans des tubes, que l'on sait fabriquer. C'est les mêmes tubes qui font les grands transferts d'eau.
Donc on a 3 ou 4 usines pour les fabriquer. Donc, et il ne faut pas exporter un seul gramme de phosphate à l'état brut. Tout doit être transformé localement. Et donc là, nous devons viser, si vous voulez, de 12-15 millions de tonnes de phosphate à terme à transformer totalement en Algérie, satisfaire la demande locale avec les mises en valeur de terre, le développement de l'agriculture, l'introduction du progrès technique dans l'agriculture algérienne. Nous allons dépasser le million de tonnes d'engrais. Et donc, nous allons exporter 4 à 5 millions de tonnes d'engrais et transformer aussi, valoriser notre gaz. Là, c'est quelque chose de solide, de réel, que le gouvernement peut lancer immédiatement et aussi et surtout éviter le sabordage de ce projet de façon interne et externe. Je le sais parce que nous vivons ça depuis 1988. Chaque fois qu'on lance l'opération, il y a des phénomènes ou des épiphénomènes que finalement nous trouvons un dénominateur commun, c'est un sabordage. Ce projet gêne. Le projet phosphate algérien gêne. Sachez que le marché du phosphate dans le monde actuellement, il est dominé. Vous avez le Maroc, la Chine, l'Arabie Saoudite et quelques autres pays. Eh bien, les parts de marché, c'est presque un cartel. Voir des Algériens qui ont le potentiel du gaz et le potentiel du minerai rentrer encore et ramener 5-6 millions de tonnes sur le marché international, et cette part existe et elle est prenable, donc il faut l'empêcher. C'est une guerre économique qui ne dit pas son nom, mais elle est réelle, elle est de bonne guerre. Et à nous de combattre, à nous d'entrer dans la bataille, de réaliser et d'y aller. Et là, c'est immédiatement réalisable. Les études sont faites et tout. Et il est inconscient aujourd'hui de vouloir évacuer, tu l'as dit tout à l'heure, ce minerai par des voies ferrées. On ne peut pas. Il faut l'évacuer par le slurry pipe et avec la dénivellation. On parle du phosphate. Et donc, il faut y aller. Donc, pour le phosphate, c'est une nécessité. On est obligé de conclure. Merci Reda. Mourad, un mot sur quand même ce virage minier. Il a eu une conséquence au niveau de l'architecture de la gouvernance du secteur. Le secteur des mines était associé à celui de l'énergie, du temps de Cheikh Ibrahim et même de ses successeurs. Ensuite, il a été donné au secteur de l'industrie. Et là, il a été retiré à Farhat El Ali pour devenir un ministère à part entière. Un commentaire sur cette nouvelle architecture? Oui. Est-ce que ça sonne vraiment le départ de notamment l'exploitation de Garage Bilat? D'abord, je dois répondre à Ali qui a dit moyen terme. Moi, je n'ai jamais parlé du programme de relance économique. D'abord, je ne le connais pas. Donc, je en parle. Oui, on est d'accord. Pour ce qui me concerne, il est évident qu'une affaire pareille, ce n'est pas une affaire du court terme. Alors, est-ce que dans le programme de relance, on considère que les investissements préalables de géologie, de mise en œuvre, etc., font partie du court terme? Bon, ça, j'en sais rien. Mais il est évident que, d'ailleurs, c'est un peu la mine, c'est comme ça. C'est toujours des problèmes de moyen et long terme. On peut pas, parce que nous, on ouvre une mine et puis ensuite, on ne sait pas si on va rester là-bas 5 ans ou 10 ans ou 15 ans. Donc, de ce côté-là, c'est certainement un programme à moyen terme, à moyen et long terme. Et bien entendu, il faut choisir un partenaire fiable. Et ils sont connus. Donc, on parle de l'Australie. Moi, quand on est parti avec le directeur de l'ENOR demander à Saint-Étienne, à l'école des mines, les études qu'ils avaient en France sur la mine de Télérine, on nous a presque mis dehors. Donc, on est parti ensuite voir l'Afrique du Sud. Et puis, finalement, on a signé avec SIDEM Canada. Donc, il y a une évaluation à faire, elle doit être très précise, et surtout, il y a un choix stratégique du partenaire ou des partenaires avec lesquels on doit s'engager sur le long terme. Merci Mourad, merci beaucoup de ta contribution. On a été très très heureux de te retrouver aujourd'hui avec nous dans le Café des Experts Éco. Merci beaucoup Mahrez Aïd Belkacem qui a été décisif dans cette émission parce qu'il nous a tout rapporté des délibérations et des discussions qui se sont déroulées samedi dernier et de la perspective qui a été ouverte par cette conférence qui essaie d'atténuer les effets économiques de l'épidémie du Covid-19 en Algérie. Merci Mahrez. Merci à nos amis experts. Merci beaucoup pour cet accompagnement, ces éclairages pendant cette saison. Nous allons
allons probablement nous retrouver dans la semaine qui va suivre, donc la dernière semaine du mois d'août, parce que la rentrée est un peu avancée compte tenu du contexte particulier, peut-être au dernier mardi du mois d'août. Merci à nos amis auditeurs. Soyez de plus en plus nombreux pour qu'on puisse ramener à nouveau un sponsor sur cette émission-là, ce dont nous ne doutons pas, afin de pouvoir en assurer la pérennité. Vous pouvez retrouver tous nos contenus sur radio-m.info, sur l'application Radio M Émergent et sur tous nos réseaux sociaux. Encore une fois, merci, et pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. C'était comme ça. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.